Alors c'est vrai que ça bouge beaucoup actuellement sur la question du harcèlement sexuel, le harcèlement sexuel qui dissimule en réalité une problématique beaucoup plus vaste qui est celle de l'égalité homme-femme. Une égalité homme-femme que Françoise Héritier par exemple avait caractérisée très bien en disant que c'est globalement le problème de la relation de l'homme à la femme. Et ce problème de la relation de l'homme à la femme, c'est en fait le problème globalement de l'humanité. 52% de l'humanité à l'heure actuelle, c'est quand même des femmes. Ça bouge particulièrement, donc ça bouge même dans tous les sens. Elles paient leur schneck, elles osent le clito, elles balancent leur porc à l'heure actuelle, les femmes, et bien sûr donc les mouvements féministes qui les encadrent aujourd'hui donc à nouveau ont pignon sur rue. Il y a un pic incontestablement aujourd'hui de communication sur toute une grande diversité donc, de mouvements qu'on va approcher tout à l'heure. Il y a deux données qui sont concomitantes. Le féminisme, c'est aussi donc, un produit médiatique, et on va voir comment, on va voir à quel moment. Et là, derrière le harcèlement sexuel, il y a une très grande quantité finalement de doléances, j'allais dire de zones de combat qui sont situées. Violence obstétricale, tout ce qui est de l'ordre du tabou sexuel en général, sur la sexualité des femmes. Il y a aussi globalement des questions qui concernent la langue française patriarcale. Il y a des questions qui concernent bien entendu la liberté de jouissance dans l'espace public. Il y a même bien sûr forcément la question classique mais terrible de la parité bien sûr homme-femme au niveau bien sûr de l'entreprise et des salaires. Bon, ce qu'on constate, c'est qu'il y a ici, depuis 2 mois et demi, depuis l'éclatement de l'affaire Weinstein, il y a effectivement une mise en concurrence d'un certain nombre donc, de dialogues, de questions même rhétoriques sur la place de la femme dans la société. Et chacun y va en libérant bien sûr sa parole. Ce qui est intéressant aussi avec l'actualité telle qu'on la vit, c'est qu'il y a un certain nombre donc, de cadres, j'allais dire, du féminisme qui se font entendre bien sûr et essaient de surplomber une parole qui est devenue plurielle sur les réseaux sociaux. C'est donc intéressant, c'est dans cette partie de comprendre comment globalement on est parti de quelque chose qui vient des États-Unis, qui était là, c'est une histoire en continu, mais qui profite effectivement d'une actualité médiatique pour à nouveau se faire entendre. Il y a 2 moments qui sont essentiels à mes yeux. En actualité médiatique, l'Amérique du Nord est souvent prescriptrice et c'est intéressant de se souvenir que par exemple Beyoncé, le 24 août 2014, effectivement au moment des MTV Awards, avait globalement affiché derrière elle un énorme féministe qui avait fait beaucoup parler d'elle, donc un objet de mode là qu'on va décrypter. Et puis aussi derrière il y a ce moment très important qui n'a pas forcément été relevé par tout le monde, qui est l'élection de Donald Trump le 8 novembre 2016. Il faut bien comprendre que au lendemain de la mise en place de l'administration Trump, le 23 janvier 2017, il y a une Women's March qui est organisée. Il y a des Women's March qui sont organisées aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les Américaines, les femmes américaines comprennent qu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, ce sont des libertés fondamentales qui peuvent être remises en question, notamment bien sûr le droit à la contraception. Donc à ce moment-là, effectivement, les femmes américaines poussent un cri d'alarme, qui est un cri qui va résonner bien sûr dans tout l'Occident et particulièrement dans certains pays européens. On verra qu'il y a effectivement un cas tout à fait particulier. Le cas de la France est tout à fait étonnant puisque la France semble finalement se mettre au même niveau que les États-Unis et pratique effectivement une espèce de revendication cross-canal, multi-message et fait entendre effectivement la voix des femmes comme rarement on l'a entendu. Alors c'est vrai, je le disais, on est dans une histoire en continu. Je vais faire le décryptage en 3 moments distincts là après. Pour finir cette introduction, on est vraiment dans une histoire en continu. Il y a une énorme diversité des mouvements féministes. On parle des intersectionnels, on parle aussi bien sûr des fémènes, on parle du groupe, par exemple la Barbe, on parle donc d'un ensemble, encore une fois, de mouvances. Les intersectionnels, c'est peut-être le mouvement le plus intéressant à l'heure actuelle, puisque lui situe des quantités de conditions d'oppression ou de situations liées à l'oppression. C'est intéressant parce que ça vient globalement d'un mouvement qui est celui donc des afroféministes aux États-Unis.
Cette concurrence, globalement, donne lieu aujourd'hui à des livres. Il y a des livres formidables sur le sujet, notamment celui de Christine Barr, qui est sorti en février 2017, qui s'appelle « Le dictionnaire des féministes », au PUF, qui est un objet tout à fait intéressant auquel vous pouvez vous référer. Et puis, il y a autre chose, moi, qui m'intéresse dans cette partie, c'est encore une fois de resituer le féminisme comme un objet désormais aussi de consommation, qui fait que, finalement, il peut avoir longue vie dans le circuit des discussions. Vous voyez le cas notamment donc, de l'écrivaine nigériane Chimamanda Adichie, qui, avec son We Should All Be Feminist, est devenue porte-étendard de Dior pour un t-shirt qui se vend à 550 €. On voit bien que le féminisme, effectivement, connaît des diffusions assez variées sur plusieurs canaux de communication. Donc, il y a aujourd'hui, globalement, un objet, un pic général, qui est aussi médiatique en France, intéressant. Cosette a 8 ans, le magazine Cosette. Il y a aussi aujourd'hui, globalement, des nouveaux programmes, finalement, qui se développent, comme celui de Lorraine Bastide. Vous avez peut-être entendu parler du podcast qui s'appelle La Poudre, où Lorraine Bastide interroge donc des femmes sans bien sûr montrer leur corps, sans qu'on voit leur visage, des entretiens à froid où le dialogue se construit, où on ne coupe pas la parole. Et c'est vrai que le fait de ne pas voir le visage de ces femmes et de les écouter parler, effectivement, ne permet pas de se situer ni au niveau spatial, ni au niveau forcément temporel ou social. Et écouter ces femmes, c'est reconstruire effectivement un nouveau dialogue avec la femme en général. Donc c'est intéressant, on le voit en France, il y a toute une mouvance, il y a Chic Magazine aussi, qui est un magazine pure player, qui reconstruit aussi une approche du féminisme, un féminisme chic et moderne, je ne sais pas, mais en tout cas un féminisme effectivement plus en phase avec les valeurs actuelles qui sont celles globalement des 20-30 ans. Et c'est intéressant de raconter ça parce qu'il y a en fait aujourd'hui un pic incontestablement féministe dans la catégorie d'âge 20-30 qui correspond à une catégorie d'âge millénial. Donc il y a une reprise en main des vieux combats et c'est vrai que quand on écoute Iris Desroeux par exemple qui est la rédactrice en chef de Cosette, on se rend compte qu'on est en train de chercher enfin à combler l'écart, le gap très gênant entre le vote des lois en France, des lois ont été votées, des quantités de lois d'ailleurs, donc il y a une armature légale sur le sujet, donc combler l'écart entre les lois et la réalité de leur application. Donc il y a cette recherche aujourd'hui, cette troisième vague, cette nouvelle vague du féminisme en France est bien réelle et on constate ça même d'un point de vue médiatique où finalement, encore une fois, le mouvement est très accompagné. Je disais tout à l'heure, c'est important de comprendre qu'en France, on a construit une armature médiatique autour du sujet féministe. Donc je rappelle, effectivement, aux États-Unis, ces sujets existent aussi. Donc il y a des moments très très forts. Les Américains sont c'est vrai, assez fort sur le sujet. Beyoncé sont féministes. Et puis, il y a aussi globalement des mots. Vous savez, aux États-Unis, il y a par exemple le fameux vocable manspreading pour parler globalement du monsieur qui, toujours de manière très délicate, écarte un peu trop les jambes globalement dans les transports en commun. Il y a aussi, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le man-terrupting. Le man-terrupting, c'est ce monsieur qui, dès qu'une femme prend la parole, lui coupe la parole à longueur d'intervention. Voilà, ce qui génère effectivement une occasion de faiblesse ou à minima de gêne. Donc les Américains ont ces vocables, ils ont bien sûr cette approche, les people prennent position sur le sujet et donc en France, je le rappelle, on a quand même des choses qui sont très très bien. Julia Tissier, l'une des cofondatrices de Chic, le dit, elles se battent, mais leur communauté, ils ou elles se battent aussi donc pour cette cause-là. Iris Desroeux, donc chez Cosette aussi, en fait donc un nouvel objet médiatique, essayer bien sûr de prolonger le combat donc des premières féministes, Beauvoir, Mona Ozouf, Françoise Héritier, enfin toutes celles qui globalement effectivement avaient posé les bases de ce combat en France. Pour peut-être conclure sur le sujet, on le voit, le thème est assez complexe. Il faut aussi noter que, donc, avec l'apparition des réseaux sociaux et de cette libération de la parole, le standard de la femme blanche un peu bourgeoise qui milite pour ses droits est en train lui aussi de s'effacer. Il y a de plus en plus de femmes dont les profils sont différents, qui rejoignent la cause féministe. Et donc cette parole qui se libère, à l'occasion des pétarobes pour les avocates par exemple, ou globalement Balance ton porc pour des populations très diverses, c'est l'occasion aussi pour des quantités de femmes qui n'avaient pas voix au chapitre, effectivement,
effectivement de s'exprimer sur le thème. On le voit par exemple en France, il y a une nouvelle école. Je pense à Amandine Gay qui a réalisé un documentaire autofinancé qui s'appelle Ouvrir la voie, qui cherche effectivement globalement à donner la voix précisément à des femmes noires en France, qu'on n'entend pas spécialement, qui sont plutôt effectivement dissimulées derrière des femmes blanches bourgeoises, et on entend effectivement désormais des paroles qui jusque-là n'étaient pas oubliées. Donc d'un point de vue médiatique, on retient souvent l'axe, j'allais dire, contre-attaque du balance ton porc, alors qu'en réalité, cet axe de contre-attaque, il n'est que j'allais dire, la partie visible d'une reformulation médiatique qui est beaucoup plus large, beaucoup plus de médias féministes qu'on ne le pense en France, et il y a aussi globalement un travail qui est fait sur les voix oubliées et sur celles qu'on n'entend pas. Pour finir, je voudrais dire que le combat sur le sujet, il est tout à fait intéressant, puisque c'est un combat contre un sexisme ordinaire. J'allais dire, la violence faite aux femmes commence par le sexisme. Je rappelle que le sexisme est une attitude qui vise à construire une situation, j'allais dire, de malaise, de manière volontaire, dans des cadres qui sont généralement ceux de la discussion ou de la réflexion. Quand globalement on appelle une femme « ma petite mademoiselle », c'est une violence, incontestablement, même si elle n'est que verbale. Et quand globalement on discute le raisonnement d'une femme sans pour autant le déconstruire, sans simplement faire appel au fait que ce soit une femme, c'est là globalement l'occasion d'un sexisme très ordinaire et terrible précisément parce qu'il est ordinaire. Dernière bien sûr remarque sur le sujet, ce qui est terrible aussi, c'est que désormais certaines femmes font ça entre elles et donc se font subir effectivement, j'allais dire, un dérivé de sexisme. On le voit, c'est très important finalement que les médias se saisissent du problème et qu'on avance sur des questions liées au féminisme et à la diversité de ses actions.